We don't care when you call our name. We don't care, we are just the same. We ignore the race and we ignore the fight. We need a miracle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Manga où il sera question de Détective Conan. Nous allons revenir sur ce manga qui a débuté sa publication en 1994 et qui comporte actuellement quelques 98 tomes tout de même. C'est un manga qui a la réputation d'être un petit peu interminable parce que son histoire principale est entrecoupée par de nombreuses affaires criminelles. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est donc de revenir sur les aspects les plus importants, donc qui se concentrent uniquement sur l'histoire. Il ne me semble pas avoir vu de vidéo résumant comme ça tous les arcs de la série, alors je me suis dit que c'était l'occasion d'y aller. J'espère que ce format vous plaira, c'est parti! Dans le premier volume, Shinichi Kudo nous est présenté comme un lycéen de génie qui aide très régulièrement la police japonaise à enfermer les malfrats derrière les barreaux. Dans le tome 1 de Détective Conan, nous faisons la connaissance de l'inspecteur Maigret. On découvre rapidement sa meilleure amie Ranmuri qui est donc dans sa classe, qui est aussi une amie d'enfance, qui dispose d'une force herculéenne assez impressionnante et qui est une très grande pratiquante d'arts martiaux. Shinichi s'avère être un très grand fan de Sherlock Holmes, et ce dont il rêve, c'est d'être le Sherlock Holmes des années 90. Alors qu'il a rendez-vous avec Ran au Tropical Land, il se retrouve encore dans une enquête policière qu'il résout avec brio, et c'est l'occasion de découvrir pour la première fois deux hommes en noir plutôt suspects. Il recroise un de ces hommes en noir et décide de le suivre, c'est alors que Ran a vraiment l'impression que ce départ de Shinichi sera le dernier. Il s'avère que l'homme en noir est en train de faire chanter le directeur d'une société qui fait du trafic d'armes. Il lui remet la pellicule d'origine montrant son trafic contre 100 millions de yens. Malheureusement, Shinichi est repéré par le second homme en noir qui le matraque derrière la tête et ce dernier s'évanouit la tête en sang. Comme il n'est pas possible de l'abattre avec une arme à feu puisque cela ferait bien trop de bruit, l'un des hommes décide de lui administrer un poison récemment fabriqué par son organisation. Persuadé que ce poison ne laisse simplement aucune trace dans le corps, l'homme en noir administre le poison à Shinichi qui, au lieu de mourir, va rapetisser. La police a tôt fait de retrouver le jeune Shinichi Kudo qui ne sait pas trop où il en est. Il décide d'emmener Shinichi à l'hôpital afin de le soigner. Ce dernier est étonné par les réactions des policiers qui ont tendance à le traiter comme un enfant. Ran tente de joindre Shinichi en vain, et on apprend que ses parents sont aux États-Unis depuis au moins 3 ans. Et Ran, inquiète pour Shinichi, décide de partir à sa recherche. Dans la salle de soins, Shinichi a bien du mal à se faire prendre au sérieux par les policiers. Ces derniers ont en effet bien du mal à croire son histoire de trafic d'armes avec des hommes en noir qui l'ont assommé par derrière. Ce dernier étant persuadé d'avoir encore ses 17 ans. Finalement, face à un miroir, il se rend compte qu'il a bien rapetissé jusqu'à ses 6-7 ans. La police décide de l'emmener dans un foyer pour enfants trouvés, mais Shinichi s'échappe. Shinichi ne parvient pas à rentrer chez lui, mais il tombe sur le professeur Agasa qui a lui aussi bien du mal à croire qu'il s'agit là de son voisin. Mais face à une analyse que seul Shinichi aurait pu faire, le professeur Agasa, bien qu'étonné, finit par le croire. Le professeur Agasa interdit vivement à Shinichi de parler de ce qu'il vient de lui arriver à ses proches. Les hommes en noir pourraient en effet le reconnaître, chercher à le tuer, mais aussi à mettre en danger toutes les personnes qui sont autour de lui. C'est malheureusement à ce moment-là que Ran fait intrusion chez Shinichi. Dans un manque de temps, il se saisit des lunettes de son père et invente un prénom à la va-vite, Conan Edogawa. Le professeur Agasa explique à Ran que Shinichi est parti faire des courses et lui demande si elle ne pourrait pas s'occuper de lui en le présentant comme étant son neveu, les parents du prétendu Conan étant à l'hôpital. Le professeur Agasa pense que c'est une idée formidable, puisqu'en étant hébergé par Ran, dont le père est détective, il pourrait très bien obtenir des informations concernant les hommes en noir. Ran explique alors à Conan être amoureuse de Shinichi. Le dossier 6 du tome 1 de Détective Conan n'est pas une enquête importante pour l'histoire des hommes en noir. En revanche, on y fait la rencontre du personnage de Yoko Okino, qui fera son apparition dans plusieurs affaires. Il s'agit d'une chanteuse pop dont Kogoro Mori est très épris.
C'est aussi dans cette enquête que le professeur Agassa fournit à Conan son premier gadget, à savoir un nœud papillon modulateur de voix. On se rend aussi compte que Ran est extrêmement inquiète de la disparition de Shinichi, puisqu'elle est venue voir le professeur Agassa la veille. Ce dernier finit par lui prétexter que Shinichi est sûrement plongé dans une affaire et qu'il pourrait très bien revenir du jour au lendemain. À la fin de l'enquête, Shinichi décide d'appeler Ran avec son nœud papillon modulateur de voix afin de la rassurer en prenant sa voix de jeune homme. Dans le second volume, Shinichi doit continuer sa couverture et retourne à l'école primaire. Le professeur Agassa lui fournit alors une nouvelle paire de chaussures hyper fortifiantes qui lui permettent de décupler la puissance de ses shoots. Le but de ce gadget est de lui permettre de neutraliser les criminels adultes qui sont bien trop forts pour lui physiquement. Il fait l'acquisition d'un second gadget dans ce volume, il s'agit des lunettes radar, avec une pastille qui lui permet, lorsqu'elle est posée sur un criminel, une voiture, de le poursuivre. C'est un émetteur qui reste efficace dans un rayon de 20 km. Il y a une enquête concernant un cambriolage dans ce volume 2 qui est intéressante, puisqu'on découvre que l'un des cambrioleurs a usurpé son identité et ne s'appelle pas Masami Hiruta, mais Akemi Iyamo, et qu'elle a elle aussi affaire avec l'organisation des hommes en noir. Cette dernière a travaillé pour eux afin de libérer sa sœur des griffes de l'organisation. On apprend que sa sœur serait une pièce maîtresse de l'organisation et qu'elle leur est indispensable. L'homme en noir braque son arme et là-bas. Lorsque Conan arrive sur le lieu du drame, il n'a pas le temps de la sauver. Cette dernière est en train de mourir, il est déjà trop tard. C'est là que Shinichi apprend l'existence de l'organisation secrète, dont la jeune cambrioleuse n'est qu'un pion. Elle lui apprend que les hommes de cette dite organisation s'habillent tous en noir, comme des corbeaux. Shinichi est alors plus que jamais résolu à les faire sortir de l'ombre. La dernière enquête va introduire la petite troupe de détectives qui va se former autour de Shinichi. Elle sera composée d'Ayumi, de Genta et du peureux Mitsuhiko. Et on y découvre d'ailleurs encore une fois un nouveau gadget puisqu'il s'agit des bretelles élastiques. Dans le volume 3, on fait la connaissance de Natsue Hatamoto, qui est un personnage qui fera quelques apparitions lors des soirées mondaines auxquelles Conan participera. C'est aussi l'occasion de la découverte d'un nouveau gadget avec la montre hypodermique. Le professeur Agassa l'a fabriquée afin qu'il puisse endormir une personne à proximité de lui en un clin d'œil. Ran commence à avoir de forts doutes sur l'identité de Conan Edogawa et fait le rapprochement entre le départ de Shinichi et l'apparition de ce dernier. Le professeur Agassa et Shinichi montent un subterfuge ensemble. Conan reste présent dans l'agence, en train de lire un manga, pendant que le professeur Agassa appelle Ran à l'aide de nœud papillon modificateur de voix, en usurpant la voix de Shinichi. Ran est de nouveau rassuré. Dans le volume 4, Shinichi fait la rencontre des hommes en noir alors qu'il est en voyage dans le TGV. C'est l'occasion de découvrir encore une fois une nouvelle invention du professeur Agassa qui est décidément très prolifique. Il s'agit d'un émetteur pour entendre qui est situé dans les lunettes de Conan. Il peut les coller par exemple dans un chewing-gum qu'il laisse coller quelque part et il peut tout entendre. Il apprend ainsi que ses agresseurs se nomment Gin et Vodka et qu'ils vont tenter d'abattre un homme dont l'organisation n'a plus besoin. Ils finissent par quitter le TGV. Conan parvient à sauver ce dernier puisqu'il voulait faire notamment sauter le TGV avec une bombe. Quant à Ran, elle a encore des doutes sur l'identité de Conan, mais celui-ci parvient avec une pirouette à la rassurer de nouveau. Dans la dernière enquête du volume 5 et qui se prolonge jusqu'au début du volume 6, on découvre que les parents de Shinichi lui ont tendu un piège afin de tester son aptitude à mener une enquête aux côtés du professeur Agassa. Ils voulaient surtout lui montrer le danger auquel il s'expose et tentent de le ramener aux États-Unis avec eux. Cependant, Shinichi refuse et souhaite résoudre l'enquête tout en souhaitant rester auprès de Ran, ce que son père devine. Finalement, la mère de Shinichi se déguise encore une fois en la maman de Conan Edogawa et donne 1 million de yens à Kogoro Mori afin qu'il continue de s'occuper de lui, ce qu'il accepte avec plaisir. Le volume 6 introduit le personnage de l'inspecteur Yokomizo du département de Saitama. À la fin de ce volume, on découvre un nouvel outil emblématique de la saga Détective Conan. Il s'agit des badges de détective qui font émetteur, récepteur et peuvent envoyer ou recevoir des messages. Dans le volume 7 de Détective Conan, il n'y a pas d'éléments majeurs qui font avancer l'histoire, simplement encore une enquête durant laquelle Ran a encore une fois des doutes sur l'identité réelle de Conan et ce dernier parvient une fois encore à s'en sortir
avec un tour dont il a le secret. Dans le volume 8, on découvre que l'inspecteur Yuko Mizo du département de Saitama a été muté dans le district de Chizuoka. Le volume 9 est plutôt avare en information, puisque la seule chose importante dans ce dernier est la présentation du skateboard solaire, dont Conan fera très souvent l'usage pour poursuivre les criminels. Le volume 10 est très certainement le plus riche de tous ceux que je viens de présenter, puisqu'il comporte l'apparition de Eiji Hattori, le détective de l'Ouest, grand ami et grand rival de Conan dans les enquêtes policières, même si ce dernier va lui faire comprendre que tout ceci n'est pas une question de compétition. L'élément important de ce volume, c'est que Conan est malade, et Eiji, sans savoir qu'il s'agit de Shinichi, lui offre du Baikal. Alors je le prononce sûrement très mal, mais c'est un alcool chinois, afin de faire passer son rhume. Lorsqu'il en boit, Conan revient à sa taille habituelle, mais ce de façon très temporaire. Il n'a que le temps de résoudre l'enquête en cours, qui le redevient le petit Conan. Il réessayera plus tard dans le même volume de reboire le même alcool afin de voir s'il peut redevenir l'adolescent qu'il était, mais il ne parvient qu'à s'enivrer. J'espère que ce résumé de l'histoire des 10 premiers tomes de Détective Conan vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ferai très certainement la suite. Je vous dis à très bientôt sur Papa Manga.